force de dire qu'Internet est rapide et que les tuyaux coûtent pas cher, on a habitué les internautes à être très exigeants sur les performances des sites web. Et je pense que vous partagez mon constat, c'est qu'il n'y a rien de pire que d'être devant un site web qui rame, qui rame et qui rame. Le réflexe est d'ailleurs naturel, on quitte et on va ailleurs. Vous l'avez compris, c'est une question de survie, les performances des sites web. Eric Daspey va nous en parler. Eric, tu es consultant web chez SQLi, et donc tu vas nous parler de ce problème. Merci d'accueillir Eric Daspey. Alors bonjour à tous, je vais faire l'inverse de tous les précédents, donc je vais parler en français parce que mon anglais est tellement moche que voilà, ce sera mieux. Juste un petit court point de vue, donc je suis SQLi, effectivement, je fais du conseil, j'ai un gros background de PHP, donc voilà, désolé pour ceux qui font du Java, mais là où ce que je vais vous parler, c'est ce que j'ai fait à Yahoo, donc j'ai bossé 2 ans à Yahoo, j'ai monté ParisWeb, qui sont des conférences web design, qualité, accessibilité, et là-dessus j'ai beaucoup appris sur tout ce qui est performance. Il y a une citation que j'adore, qui est celle de Marissa Meyer, qui est une VP User Experience, mais aussi qui s'occupe de tout ce qui est recherche, donc à Google. C'est Users really respond to speed, avec le mauvais accent, désolé. Voilà, ce qui est sûr, c'est que votre site est lent, ça ne marchera pas, votre business va capoter. Voilà, alors dans quelle mesure, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment important finalement? Parce que, allez, finalement, mes fonctionnalités c'est plus important, pousser du contenu c'est plus important, mettre la pub de mon marketing c'est plus important. À quel point c'est important tout ça? On a quelques petites sociétés, donc Amazon, Google, Yahoo, Microsoft, Mozilla, qui nous ont donné des chiffres. Alors vous allez écarter un petit peu pour l'instant la partie de gauche, on va regarder la partie de droite. La partie de droite, c'est, voilà, on sait que pour certaines métriques, donc c'est vraiment des tests utilisateurs faits en test AB, si vous connaissez, donc c'est des choses assez sérieuses. Voilà, sur Amazon, on peut impacter les ventes jusqu'à 1% pour des petites mesures. Alors moi j'ai cadré ça à 1/3 de BC, vous verrez ce que c'est qu'un BC, donc je note. Pour Google, ça peut aller jusqu'à moins 20% de trafic. Pour Yahoo, on parle d'abandon, donc j'ai plus le son ici. On parle de 5 à 9% d'abandon, c'est-à-dire de gens qui ne vont pas jusqu'au bout de la page, soit ils reviennent sur la page d'avant, soit ils cliquent sur rien et ferment le navigateur. Donc échec complet. Pour Bing, donc Microsoft, c'est quasiment 3% de revenus publicitaires qui peuvent s'en aller. Pour Mozilla, c'est 15% du taux de transformation. Alors le taux de transformation chez eux, c'est pas des ventes, c'est des clics de téléchargement. Voilà, on modifie un petit peu la page, on peut augmenter de 15% le taux de transformation. Tout ça, c'est énorme. Parce que je ne vais pas vous parler de grosses métriques, je vais parler de petits changements qui impactent les ventes à ce point-là. Voilà, donc ça, c'est très important pour votre business. Et alors, je vois, j'ai mis des petites, à gauche, j'ai mis des petites choses. J'ai mis 1/3 de BC, 1,5 BC. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un BC? Un BC, vous voyez, 1/3 de BC, ça peut impliquer 1% des ventes. Qu'est-ce que c'est qu'un BC? Un BC, c'est ça. Voilà. C'est un battement de cils. Donc, en 1/3 de battement de cils, c'est-à-dire en 100 millisecondes, je peux impacter 1% des ventes. Voilà, vous voyez l'impact de la performance que ça a. Si je vais jusqu'à une seconde c'est 3% des ventes. 3% des revenus publicitaires, excusez-moi. 3% des revenus publicitaires pour une boîte comme Bing, comme Microsoft, c'est pas rien. Finalement, il vaut mieux aller faire travailler les ingénieurs sur 1 seconde plutôt qu'aller travailler sur l'aperçu du visuel, de je ne sais quelle pub. Voilà. Là, on est sur du concret, on est sur quelque chose qui vous apportera du business, ou plutôt, on va essayer de ne pas vous en enlever. Voilà. Pour vous donner une petite référence, c'est encore pire en réalité. C'est encore pire en réalité parce que je vais parler de chargement complet de la page. Si vous avez déjà travaillé les performances, je suis sûr que sur vos super applis Java, vous avez traqué, monitoré en combien de temps répond votre serveur d'application. Vous avez fait des tirs de charge, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez mesuré les index de la base de données, et ça vous y dit, voilà, votre serveur, il répond en, 50 millisecondes. Génial. Moi, je vais parler du temps complet de chargement de la page, c'est-à-dire, je clique sur le navigateur, je vois la page complète sur mon navigateur, rendu, tout parfait, avec les images, avec les JavaScript, avec l'initialisation, tout. C'est en réalité 4 à 10 secondes. Voilà, 4 à 10 secondes, ça veut dire que si je prends, on va dire, un mauvais exemple. Si je prends France Télécom, je clique, j'ai des redirections, j'ai du JavaScript, j'ai des images, je mets 10 secondes pour charger la page. 100 millisecondes, 1% des ventes. Vous voyez la marge de progression? Voilà. En moyenne, en France, dans ceux qui ont bossé les performances, on arrive à 3-4 secondes au chargement. Dans ceux qui n'ont pas bossé les performances de la manière dont je vais vous le dire là,
on arrive généralement plutôt à 5-6 secondes. Voilà. Et on parle en centaines de millisecondes avec des effets importants sur le taux de transformation, sur le taux de rebond, sur la marge. Et alors pourquoi je vous disais de ne pas travailler les index, de ne pas travailler votre serveur d'application, parce que finalement c'est pas important. Ça c'est ce qu'on appelle un graphique en cascade. C'est j'intercepte tout ce que fait mon navigateur. Donc chaque ligne c'est un fichier téléchargé. Voilà, donc je commence par la page HTML, puis après j'ai les JavaScript, les CSS, les images, tout ce qu'il faut, les requêtes Ajax. Et suivant les couleurs, j'ai le temps d'attente pour envoyer ma requête, le temps d'attente pour la recevoir, le temps de téléchargement, le temps d'exécution. Donc ça c'est toutes mes couleurs. La première ligne, c'est ma page HTML. Donc ça veut dire que si vous bossez, si vous faites des tirs de recherche sur votre serveur d'application, vous bossez ça. Vous bossez 5% de back-end, et il me reste 95% de front-end que vous n'avez pas touché. C'est évident, je pense, pour tout le monde, que ma marge de progression elle est vachement plus importante dans ce qui est en noir. Voilà. Donc ça, c'est pour l'impact. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger tout ça. Pour corriger tout ça, moi, j'ai la petite tagline, c'est moins, c'est plus. Ça fait un petit peu propagande, j'aime bien. L'idée, c'est on va en faire moins. Voilà. Pour que ça aille plus vite, on va en faire moins. On va faire moins de requêtes. On va faire des requêtes plus petites. On va tenter de faire des requêtes parallèles. Et finalement, on ne va pas tant que ça optimiser les JavaScript, les applications, la base de données. On va se concentrer sur réellement ce que fait le navigateur, c'est-à-dire le réseau, c'est-à-dire l'exécution de JavaScript. Et je ne vais pas vous dire allez en faire moins dans le sens où on va avoir des pages moins riches, mais on va mieux les organiser de façon à éviter la multiplication de composants. Depuis 5 ans, donc entre 2003 et 2008, en 5 ans plutôt, parce que ça fait déjà un petit moment, en 5 ans, on a plus que triplé le nombre de composants dans les pages. Un composant, c'est les images, c'est le JavaScript. Parce que maintenant, on commence à faire des pages un peu plus riches. Entre 2008 et 2010, je n'ai pas besoin de vous dire que ça a encore plus explosé, parce que maintenant, on a ce qui est le Web 2.0, on a ce qui est Ajax qui est arrivé. Voilà. Ça veut dire qu'on peut facilement considérer que, par rapport à 2003, on a entre 4 et 5 fois plus de composants dans nos pages. Et ces composants, chaque composant lui-même est 2 à 3 fois plus gros qu'avant. Voilà, ça veut dire que j'ai effectivement des lignes ADSL maintenant qui sont super rapides, mais je bourre tellement de choses dedans que finalement, ma page elle est super lente. Et elle est presque aussi lente que quand je naviguais dans les années 2000 avec mon petit modem RTC. Et ma première solution, c'est faire moins de requêtes HTTP. Voilà. Première solution, vous avez un gros problème, vous avez trop de requêtes qui sont trop lourdes, on va en supprimer. C'est finalement très très simple. On a un outil qui est super qui s'appelle le cache HTTP. Sur votre navigateur, votre serveur web, ils savent dialoguer avec un protocole. Ce protocole, il a déjà prévu toutes les solutions dont on a besoin. C'est un truc qui date d'il y a 20 ans, mais ça marche très très bien. Donc cache HTTP, c'est de dire, voilà, j'ai déjà téléchargé une image parce que je suis déjà venu sur ce site la semaine dernière, ou il y a 2 jours, ou même il y a 5 minutes. Je n'ai pas besoin de retélécharger toute la feuille de style, de retélécharger tous les composants JavaScript, tout le bandeau de la page, toutes les icônes. C'est déjà fait. Ça demande simplement à votre navigateur d'ajouter quelques entêtes HTTP, marquées cache control, pour informer le navigateur, voilà, ces éléments-là, tu les as eus une fois, tu vas les stocker en local dans ton cache, et la prochaine fois, tu ne me les redemandes pas. Tu les prends directement dans ton cache. Ça vous permet de passer de 150 requêtes à 15, 20 requêtes à tout casser. Voilà, donc là, vous avez des pourcentages de vente, de taux de transformation, de taux de rebond qui changent d'un coup. Deuxième chose, on a les sprites, on a les fusions. En gros, l'idée, c'est de prendre plusieurs fichiers et de les fusionner en un ensemble. Donc, on ne va pas changer le volume téléchargé, on va changer le nombre de requêtes. On a une très bonne technique qui date des petits jeux, on appelle ça les sprites. Ceux qui ont déjà fait des jeux à l'époque, c'est on prend plein de petites images, on les met dans un seul fichier image, on donne ça au programme et le programme va aller chercher la bonne partie dans l'image pour l'afficher. Votre navigateur, il sait faire ça. Si on le fait, au lieu de télécharger 20 images et avoir 20 fois la latence entre votre serveur et votre client, on va télécharger une seule image et le navigateur va savoir aller repiquer la bonne petite partie avec la feuille de style. Et donc ça me permet, alors Google l'utilise, c'est ce qui va me permettre d'avoir le plus gros retour sur investissement. C'est un travail pour le principal de quelques jours. En quelques jours, je peux vous assurer, si c'est bien fait, si vous avez fait l'étude avant, que vous allez pouvoir gagner avec un risque, pas non nul, mais négligeable, on va dire
des performances importantes et avec des vrais retours en taux de transformation. La deuxième partie, c'est, ben voilà, je vais faire moins de volume. J'ai déjà fait moins de requêtes. Et les requêtes qui me restent, ben, je vais les faire plus petites. Toujours dans HTTP, c'est un super protocole. Il y a déjà prévu dès l'origine la possibilité d'avoir de la compression. C'est-à-dire, votre navigateur, il sait parler gzip. Votre serveur, il sait parler gzip. Ils ont de l'autonégociation entre les deux dès qu'ils se connectent. Et donc, automatiquement, votre CSS, votre JavaScript, votre HTML, ils sont compressés avant envoi, décompressés par le navigateur et affichés par le navigateur. C'est totalement transparent pour vous, pour votre FAI et pour tout ce qui se passe au milieu. Ça marche avec tous les navigateurs depuis Netscape 4. Et malheureusement, c'est activé sur un serveur sur deux en France. Voilà, c'est une ligne à rajouter dans votre serveur Apache ou dans votre équivalent, je ne sais pas quel est votre serveur web. Voilà, ça c'est magique. Pareil, on va prendre toutes vos images PNG. Les images PNG, c'est les images qu'on voit généralement sur le web. Ces images-là, c'est quasiment du zip à l'intérieur. Alors, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est similaire. L'idée, on prend les images, on décompresse et on recompresse avec un algo un peu plus fort. L'image, elle est identique au pixel près, c'est vérifié, et elle pèse en général 2-3 fois moins lourd. Derrière, on peut minimiser les JavaScript, les CSS aussi. On va vraiment gagner quelque chose. En poids, on peut facilement diviser par 2 le poids de vos pages. Si on fait ça sur toutes les pages. On a fait ça, donc on a divisé par 5 peut-être facilement le nombre de requêtes. On va diviser par 2 le volume des requêtes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est faire en sorte de lancer nos requêtes en même temps au lieu de les lancer séquentiellement. Votre navigateur, il a un nombre de requêtes simultanées qu'il sait faire. IOSIS, il sait lancer 2 requêtes simultanées par domaine. Voilà, donc vous avez, je vous avais dit, dans les 500, 150 composants dans certains gros sites, et ça veut dire, on va en lancer 2 à la fois, on va faire 70 allers-retours. Un aller-retour, ça coûte cher. Moins de séquentiel, ça veut dire on va permettre au navigateur d'aller télécharger plus de choses simultanément sur le même serveur. La technique bateau qui est faite chez Yahoo, chez Google, chez Amazon, c'est de dire, c'est simple, il s'est téléchargé deux composants simultanément par domaine, et donc je vais prendre plusieurs domaines, je vais répartir toutes mes images, tous mes composants sur plusieurs domaines. Si je prends 2 domaines, ça me fait 4 connexions simultanées. Voilà. Et déjà, au lieu d'avoir à faire 70 allers-retours, j'ai plus qu'à en faire 35, vu que j'ai 4 fils de téléchargement. Une fois qu'on a fait ça, il y a des choses plus UX à faire. On parle de JavaScript asynchrone. JavaScript, c'est un gros problème. C'est quand je lance JavaScript, mon navigateur bloque et il ne fait rien d'autre. Donc je ne télécharge pas d'autres images, je ne télécharge pas d'autres composants, je ne fais rien d'autre. Il y a des manières de faire un JavaScript asynchrone, c'est-à-dire qu'il ne bloque pas le navigateur. Voilà, donc ça, si vous allez chercher un petit peu sur les conférences que j'ai déjà données, qui sont plus longues que les 20 minutes, je vous explique un petit peu ce qui se passe. Si vous n'avez pas le temps de regarder ça, parce que là, par contre, ça demande des compétences, la recommandation, c'est vous prenez vos JavaScript, qui normalement sont dans le head de votre page HTML, c'est-à-dire tout en haut, et vous les prenez, vous les mettez tout en bas, simplement. Ça veut dire que votre page est totalement téléchargée, et après, on va prendre les JavaScript. Au niveau performance réelle, ça ne change pas grand-chose, ça change un petit peu, mais pas énorme, mais au niveau ressenti utilisateur, c'est énorme. Parce que le visiteur peut lire sa page, manipuler sa page, avant forcément que le gros pâté de JavaScript avec la bibliothèque UI, Dojo, tout ce que vous voulez, soit téléchargé. Donc, 3 fois moins de requêtes, moins de volume, moins de séquentiel, c'est beaucoup plus de performance. Et seulement après, si ça vous amuse, une fois que vous avez travaillé tout ça, vous pouvez aller regarder, tiens, je vais regarder quel est mon JavaScript, comment optimiser mon JavaScript, comment optimiser mon Java, comment optimiser ma base de données. Vous pouvez le faire, mais le retour sur investissement sera tellement plus faible que franchement, il faut d'abord faire tout ce que je vous ai donné avant. Voilà, les optiques, donc savoir où est-ce que vous voulez aller maintenant. Vous avez quelques guides. On a 2 extensions qui sont géniales, c'est Wiselo et Google PageSpeed. C'est des petites extensions qui se branchent sur Firefox, qui vont analyser les sites que vous parcourez et qui vous sortent une note. Donc pour Wiselo, c'est de F à A, donc A étant la meilleure. Pour Google, c'est de 0 à 100, 100 étant la meilleure. Et simplement, donc ça vous donne cette note et ça vous donne une liste de recommandations de, voilà, ça il faut le travailler de manière importante sur votre site. Si vous cliquez sur la recommandation, vous avez un lien qui vous mène vers la description, vers le pourquoi, le comment. C'est super bien fait, c'est un fil rouge qui est suivable par n'importe qui n'a pas travaillé la performance web côté client.
Et ça peut être réalisé du coup si vous voulez faire la formation en même temps, l'étude, l'analyse, la correction. Les premiers retours peuvent être aperçus dans les projets au bout de 2 semaines très facilement. Si la personne elle installe, elle mesure, elle regarde. 2 semaines après, vous avez en production quelque chose qui tourne et qui corrige quelques défauts majeurs. Voilà. Après, on a aussi AOL Page Test, qui est la même chose mais en ligne. Donc ça veut dire que vous pouvez aller automatiser. Alors il y a ça et il y a un autre qui s'appelle Showslow, qui permettent de mettre ça sur votre plateforme d'intégration continue. Donc vous avez un build, vous lancez le build, vous lancez en même temps quelques tests, les tests utilisateurs, les tests Selenium. Ces tests-là, ils sont automatiquement mesurés quelque part, on prend les URL, on mesure les performances côté web client, et on a le retour, on sait, voilà, ça c'était bien, ça c'était moins bien, et on a augmenté ou on a baissé les performances. Voilà. Et après, si vous voulez plus loin, ben, un petit message, il faut embaucher des experts. Hein. Voilà, donc on a le temps dans la question, je suis allé un petit peu vite, mais ça me permet d'échanger un petit peu. Pour certains, c'est du connu, pour certains, c'est peut-être les gros yeux, tiens, c'est pas du tout ce qu'on fait. Donc voilà, moi je suis prêt à échanger maintenant. Oui, bonjour, j'ai une question. Vous avez montré beaucoup de techniques pour améliorer la performance d'une page web ou d'un site web. Est-ce que vous recommandez de faire cette optimisation à la fin d'un projet ou de le prendre en compte dès le démarrage d'un projet? Alors, c'est comme tout, hein. Si vous prenez en compte dès le début, ça vous évite de refaire 2 fois les choses. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires de prendre dès le début. La gestion des caches, la gestion de gzip sur le serveur. Tout ça, ça peut être pas forcément à la fin, mais en tout cas, pas forcément au début non plus. Voilà, on fait ça dans le dernier tiers, on va dire. Ça reste quand même de l'intégration, donc de la question de génération de code HTML. Je pense que la difficulté dans votre application, c'est généralement le métier, c'est le back-end. Donc le back-end, faites votre back-end. Quand vous en serez à la vue, vous pourrez toucher à tout ça. Tout ça n'influence pas votre back-end ou l'influence tellement peu, généralement, que c'est pas très important. Il y a des gens comme Facebook qui changent vraiment tout leur back-end pour aller jouer sur les performances front-end. Tout le monde n'en est pas là. Donc, il faut considérer qu'il y a vraiment une décorrélation et gérer le front-end, la vue dans le dernier tiers comme vous le faites habituellement. Ça ira très bien. Raphaël Kubler, j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée de l'impact des solutions de edge caching par rapport au download, au ressenti utilisateur? Tout ce qui est CDN, ouais. Solution à la Akamai ou ce genre de choses? C'est ça. Ça a une énorme influence dès que vous faites de l'international. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut le faire. En fait, le plus gros problème côté performance sur Internet, c'est la latence. C'est-à-dire le temps que met votre paquet à arriver entre le navigateur et le serveur et à revenir. En France, elle est assez bonne pour un site français avec une connexion France métropolitaine. Voilà, on est de l'ordre de 30 jusqu'à maximum 50 millisecondes si le serveur répond bien. Dès que vous sortez à l'international, que vous gérez les dom-tom, ça explose. Et quand ça explose, c'est vraiment le principal. En fait, la mesure que je vous ai donnée avec Amazon, par exemple 100 millisecondes, il parlait de latence. Donc c'est une latence augmentée de 100 millisecondes, ça fait 1% de vente en moins. Voilà. Et le Akamai et tout ça vous permettent d'avoir des serveurs qui sont plus proches des clients et donc de diminuer cette latence. Et le bonus, c'est qu'en plus, ils vous servent tous les caches HTTP en plus parce qu'eux, ils n'ont pas envie de servir trop de trafic. Voilà. Mais voilà, donc si vous êtes franco-français, j'ai pas vu de grosse différence, voire ça peut même en supprimer un peu parce que généralement, il y a des bons liens de peering entre les réseaux français. Voilà, faut voir. Par contre, dès que vous êtes US, international, ouais, oui, il n'y a pas le choix. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui sont moins chers que Akamai, par contre. J'ai pas de nom, mais je pourrais envoyer-moi un mail. Bonjour, donc à Metriquette, vous avez parlé des problèmes de temps de chargement, de cache, etc. Il y a un problème aussi qui est assez important avec l'avènement des applications interface riches, c'est l'interprétation, l'initialisation du JavaScript par le moteur du navigateur. Donc là-dessus, il y a des données d'information. Deux pratiques. Hein. La première pratique, c'est la pratique de base, c'est de dire voilà, on fait l'initialisation JavaScript à la fin de la page. Ça veut dire qu'on ne va pas bloquer le navigateur, l'utilisateur il a accès à son contenu, à ses icônes, à ses liens, pas forcément à tout ce qui est très riche, mais il a accès au contenu de base. Donc on fait de l'enrichissement après avec JavaScript. Donc ça c'est la première technique. Deuxième technique, là vous en trouverez chez Google, chez Yahoo, etc. On vous propose de faire de l'asynchrone.
c'est-à-dire de proposer de télécharger à la demande les morceaux de JavaScript. YUI a un système très bien pour ça, la bibliothèque YUI de JavaScript. Quand on va lancer un code, on a besoin de certaines parties de la bibliothèque de base. On déclare quelles sont les parties, automatiquement elles sont téléchargées à la demande de manière asynchrone. Ça marche très bien. Maintenant, c'est comme tout, si vous avez besoin de 200 kilooctets de JavaScript, ça va être lent. Donc l'idée, ça va être de bien faire de l'enrichissement, faire en sorte que votre contenu principal, il soit déjà dans la page avant. Le deuxième point, c'était sur le chargement d'images, d'une seule image plutôt que les N chargements. Bon, là, je pense qu'il y a toujours faire attention justement à pouvoir le faire en parallélisant, en utilisant la parallélisation et de pas être bloqué en chargeant une image qui va faire plusieurs centaines de kilooctets. Alors, il y a des limites à tout ça. Là, je vous ai fait une conférence de 20 minutes. Par exemple, on vous propose de jamais dépasser 25 kilooctets pour les iPhones parce qu'ils mettent pas en cache après 25 kilooctets. Il y a des choses comme ça. Maintenant, en général, les images, c'est un tiers du site. Un tiers du site en poids et c'est juste un peu plus de la moitié en termes de nombre de requêtes. On peut facilement faire plusieurs sprites. Voilà, ça ne vous posera pas vraiment de gros problèmes de parallélisation. Maintenant, effectivement, il ne faut pas tout mettre dans le même. Et de toute façon, si vous essayez, vous aurez vite des limitations techniques et vous n'arriverez pas à mettre tout dans le même. Voilà. Mais si déjà vous groupez par exemple toutes les icônes de partage, donc Twitter, Facebook, etc. en une seule barre, ben vous y gagnez. Si après vous regroupez quelques dégradés différents sur un seul sprite, vous y gagnez aussi. Mais en fait, il faut plus y aller par morceaux fonctionnels. Et puis après, vous aurez une dizaine de sprites qui sont globaux sur le site, et le reste, ça restera des petites images. Une autre question ? Une question que j'ai envie de poser, c'est les outils que vous recommanderiez pour compresser JavaScript, CSS, un truc qui doit se faire au run ou avec Maven lors du déploiement. J'en connais un qui s'appelle JAWR, qui génère les sprites avec des annotations dans les CSS. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Alors moi, je suis pas fanat de ces systèmes automatisés pour générer les sprites. Parce que ça demande quand même, en fait, si vous le faites de manière automatique, soit vous faites des PNG 24 bits, c'est-à-dire à toutes couleurs, donc qui prennent plus de poids, soit vous dégradez en 256 couleurs, donc moins de poids et moins de plus petit, d'accord. On va s'arrêter après. Mais si vous dégradez, suivant les images que vous mettez, les choix des couleurs ne seront pas les mêmes, donc en général c'est plutôt un choix de graphiste, et je préfère le faire à la main. Maintenant, pour ce qui est de JavaScript, CSS, tout ça, celui que j'utilise couramment, c'est le YUI Compressor, voilà, parce que moi je suis habitué à Yahoo. Mais ils se valent tous à peu près. Tant que vous ne prenez pas un seul que je déteste, c'est le packer de Dean Edwards, qui est très très bien, qui est super efficace, mais qui fait ramer le côté client. Alors le but, c'est pas ça. Voilà. Ah, alors on me dit à la régie que c'est non les questions, donc je sais pas. On va s'arrêter? Ok. Bon, j'y vais. Okay. Bonjour, je voulais savoir comment toutes ces pratiques s'appliquaient, est-ce qu'elles s'appliquaient déjà à des techniques comme GWT qui déportent beaucoup de traitements sur le client, pour le coup, et avec beaucoup d'exécutions, de rendus dynamiques par le client? Alors, les principes même, oui. Tout ce qui est cache, tout ce qui est mettre les JavaScript au plus bas, tout ce qui est compression d'image, oui. Maintenant, la mise en œuvre dans GWT, Joker. Voilà, je ne sais pas, j'ai jamais eu à le faire. Voilà. Merci à tous, merci Eric. Ouais.